Bienvenue dans le débat sur France 24. Le Japon s'est réveillé sous la menace de la Corée du Nord. Pyongyang a tiré un missile balistique de moyenne portée au-dessus du pays. C'était une première depuis 2017. Tokyo a activé un système d'alerte et a demandé aux habitants de 2 régions du nord du pays de se mettre, si possible, à l'abri. Selon la Corée du Sud, c'était un tir de missile de moyenne portée qui a volé sur une distance de 4500 km à une altitude de 970 km. Il a survolé l'archipel vers l'est avant de tomber dans l'océan Pacifique. Séoul a qualifié ce tir de provocation, violant les principes universels et les normes des Nations Unies. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jack Sullivan, a dit vouloir réaffirmer l'engagement à toute épreuve de son pays à ses alliés asiatiques. Environ 28 500 soldats américains sont présents en Corée du Sud. Du côté de l'Union européenne, c'est Charles Michel qui a condamné avec force, je cite, une agression injustifiée. Alors, quelle est la stratégie de la Corée du Nord? De quel missile parle-t-on? Quelle est l'étape d'après? Un tir nucléaire? Kim Jong-un est-il incontrôlable? Eh bien, on va en discuter avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés... Jean-Yves Collin, bonsoir. Spécialiste de l'Asie du Nord à l'Asia Center. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Pierre-Antoine Donnet, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à Asialiste et auteur de Chine, le grand prédateur, un défi pour la planète aux éditions de l'Aube. Vous avez également dirigé l'ouvrage qui sort au mois d'octobre aux éditions du Cherche-Midi, le dossier chinois, portrait d'un abîme au bord de l'abîme, d'un pays au bord de l'abîme, pardon. Nous avons avec nous en duplex de Bruxelles le général Jean-Vincent Brisset, bonsoir, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste bonsoir. Des questions stratégiques et de défense en Asie, justement. Merci d'être avec nous. Avant d'en discuter, je vous propose d'abord de revenir justement en images sur ce tir de missile nord-coréen au-dessus du Japon. Les Japonais du nord du pays ont été appelés à évacuer. On peut imaginer leur effroi. Antoine Fesneau. Il est presque 8 heures du matin au Japon lorsque la télévision nationale interrompt ses programmes. Flash spécial. Selon le gouvernement japonais, la Corée du Nord aurait lancé au moins un missile balistique. Il est possible qu'il se dirige vers le Japon. Le gouvernement demande à tout le monde de rester à l'intérieur ou de trouver un abri immédiatement. À travers le pays, des sirènes retentissent, accompagnées d'un message sans équivoque. Une alerte relayée sur les téléphones portables alors que les trains sont brutalement stoppés en pleine voie. Le missile traverse le nord du pays et finit sa course dans l'océan Pacifique. L'alerte aura duré 20 minutes et concerné 2 régions du pays. J'habite dans un appartement et je n'ai pas de cave. Donc quand ils ont dit de s'abriter en sous-sol, je ne savais pas quoi faire. Même s'il n'y a pas de sanctions, le gouvernement doit être plus ferme vis-à-vis de la Corée du Nord. J'ai eu vraiment peur. Si leur technologie s'améliore, ça veut dire qu'ils travaillent dessus tous les jours. Et un jour, ils pourraient fabriquer un missile bien plus puissant. Ça m'inquiète vraiment. Ce tir de missile au-dessus du Japon, c'est une première depuis 2017. Une provocation pour les autorités japonaises. Avec 4500 km, il aurait également parcouru une distance record pour un projectile nord-coréen. Jean-Yves Collin, ils peuvent être inquiets, les Japonais. Oui, ils sont naturellement inquiets, et puis, mais ceci dit... Même s'ils gardent leur sang-froid, on a vu. Ce n'est pas la première fois que des missiles nord-coréens passent au-dessus du nord de l'île principale du Japon, donc dans la région de Tohoku ou de Hokkaido, car depuis 1998, il y a eu, avec celui-ci, 7 passages, si j'ose dire, dont 3 avec préavis, comme autrefois c'était... je dirais, la règle entre les deux pays, et 4 sans préavis. Donc là, il n'y avait pas de préavis. Là, il n'y avait pas de préavis. Il y a aussi le fait que les autorités japonaises ont décidé d'activer un système d'avertissement, de warning, qui est utilisé d'ailleurs pour d'autres catastrophes, ce qui, d'une certaine manière, met les missiles nord-coréens dans la catégorie des tremblements de terre, des tsunamis, enfin... c'est le même type de signal qu'ils utilisent. Le Japon ne peut guère résister, en quelque sorte. On n'a pas de moyen facile d'arrêter. Donc,
Et comme d'habitude, le gouvernement japonais a protesté, a indiqué qu'il allait prendre des décisions, qu'il allait se concerter avec ses voisins sud-coréens, avec les États-Unis, ce qui a été fait puisque le secrétaire du Conseil national de sécurité japonais a parlé à Jack Sullivan, les ministres des Affaires étrangères des 3 pays se sont concertés, les ministres des Défenses des 3 pays se sont concertés. Il n'en reste pas moins que sur ces bases-là, on ne sait pas très bien quelle réponse on peut faire face à ça. On est un peu devant une impasse. Autrefois, on aurait dit mais prenons des sanctions supplémentaires à l'ONU. On va revenir. Mais il se trouve qu'au mois de mai, la Chine et la Russie ont voté contre de nouvelles sanctions. Donc il est probable que si on dépose de nouvelles sanctions, je dirais, sauf coup d'éclat en quelque sorte, elles ne seront pas votées. Elles ne seront pas On va revenir justement sur les réactions, mais tout d'abord la nature de cette menace, Pierre-Antoine Donnet. On a vu effectivement quand même la stupeur des Japonais. On peut dire aujourd'hui que la Corée du Nord menace cette région. Mais vous savez, en fait, pour Kim Jong-un, c'est la seule façon d'exister aujourd'hui. Le langage, c'est le langage d'un État voyou. C'est le 3e de la dynastie des Kim. Et s'il n'avait pas cette menace de missiles et cette menace nucléaire, ça fait très longtemps que le régime a été renversé. Donc c'est existentiel. C'est existentiel. Et c'est la seule façon d'exister. Et en face, le Japon comprend de mieux en mieux cette tactique et réagit de façon de plus en plus claire aussi. L'intimidation du Japon, c'est un peu terminé. Le nouveau Premier ministre... Ils n'ont pas peur, donc ils ne se sentent pas... Évidemment qu'ils sont peur, évidemment qu'ils sont préoccupés. Et pour la population du nord du Japon, c'est une menace constante. L'île d'Hokkaido. Hein, on ne sait pas très bien où ce missile va atterrir. Est-ce que c'est sur le sol japonais? Bien entendu, non. Mais malgré tout, la crainte est là. Mais le Premier ministre japonais a été extrêmement ferme et son ministre de la Défense encore plus. Le ministre de la Défense a mis en garde la Corée du Nord. S'il y a une autre fois, il y aura une réponse. Alors, il n'a pas précisé la nature de cette réponse. On ne connaît pas la nature de cette réponse, c'est ça aussi la question. Général Jean-Vincent Brisset, c'est existentiel, comme vient de le dire Pierre-Antoine Donnet, pour Kim Jong-un, justement, de balancer des missiles comme ça, balistiques. Et d'ailleurs, ce serait intéressant que vous reveniez exactement sur la nature de ce missile. Hein. Pour l'instant, on parle de missile balistique. Est-ce que c'est un missile hypersonique? On a dit aussi que la Corée du Nord en avait quelques-uns. Alors, c'est un missile évidemment hypersonique. Les missiles balistiques, leur caractéristique principale, c'est de sortir de l'atmosphère, donc d'avoir une trajectoire en cloche qui les mène très haut en altitude, hein, et avec un retour à très grande vitesse vers la Terre. Donc, pour vous, quelle est la stratégie justement de Kim Jong-un? Est-ce que c'est quelque chose d'existentiel ou est-ce qu'il a une stratégie, je dirais, plus profonde? Quelle menace il représente dans la région? Alors c'est quelque chose, ça ne remonte pas à Kim Jong-un, ça remonte à son père. Kim Jong-il avait déjà commencé. Moi, je suis depuis 1994. Il y a un jeu qui est mené par la Corée du Nord, ou par les dirigeants nord-coréens, qui consiste à faire peur à tout le monde, à lancer des programmes nucléaires, puis des tests nucléaires, puis des tests balistiques, et échanger l'arrêt ou des négociations contre des fournitures. Il y a eu tout un programme qui devait fournir de l'électricité, enfin de l'énergie et des usines nucléaires non proliférantes à la Corée du Nord en échange d'un arrêt complet des activités nucléaires à potentialité militaire. Tout ça s'est retombé à l'eau. Et puis il y a eu des périodes un peu plus dures, un peu moins dures. La Chine n'a jamais réellement voulu sanctionner la Corée du Nord, sauf pendant la période de l'administration Trump, hein, qui a été une période un peu particulière dans cette saga qui se déroule depuis 1994. Donc. Jean-Yves Collin, est-ce qu'on est justement à un moment vraiment d'escalade? C'est vrai que le général Jean-Vincent Brisset parlait de ce moment où il y a eu un moment entre Trump et Kim Jong-un. Ils se sont vus à Singapour, on s'en souvient. Est-ce qu'aujourd'hui, on est au contraire dans une escalade? Que fait la Chine? Ça ne l'ennuie pas, ce qui se passe? En fait, il y a un peu un changement de cycle, en réalité, puisqu'il y a eu effectivement l'échec des négociations entre Kim, Trump et le président sud-coréen de l'époque, c'est-à-dire Moon. Et puis, le sujet est un peu... Vous dites que c'était un échec. Ils se sont vus, mais c'était un échec. Ça, je dirais, les deux sont rentrés dans leur capitale sans qu'il y ait vraiment de concrétisation de leur début d'ébauche d'accord. Et puis,
il y a eu la campagne présidentielle en Corée du Sud, il y a eu un nouveau président en Corée du Sud qui s'appelle Yoon Suk-yeol, qui lui a pris un peu le contre-pied de Moon. C'est-à-dire qu'en Corée du Sud, il y a aussi des phénomènes d'alternance dans l'approche de la Corée du Nord. Il y a les présidents, souvent des démocrates ou des progressistes, qui sont partisans du dialogue, d'une certaine écoute, d'une certaine même bienveillance à l'égard de la Corée du Nord. Et puis il y a les conservateurs, qui critiquent les premiers au nom du langage de fermeté. On est aujourd'hui avec un langage de fermeté. Ceci dit, le président Yoon a cherché à ouvrir une nouvelle voie en disant qu'il était prêt à participer au redressement et au développement économique de la Corée du Nord, sous réserve qu'il y ait un début de discussion sur la dénucléarisation. La sœur de Kim Jong-un, qu'on connaît et qui a un langage particulièrement fort, a répondu « Ne faites pas de rêves absurdes, on ne troque pas sa survie contre un gâteau de maïs ». Et c'est la politique habituelle. Ferme. C'est la politique habituelle, je dirais, de la Corée du Nord, qui au fond n'a jamais considéré le régime de Corée du Sud comme légitime et ne le considère que comme de facto une marionnette aux mains des États-Unis. D'où la recherche d'un dialogue avec les États-Unis. Or, il se trouve que depuis que M. Biden est arrivé au pouvoir aux États-Unis, à l'évidence, les tensions sur la péninsule coréenne ne sont pas la priorité du président Biden. Mais en tout cas, qu'elle continue ces tensions, Pierre-Antoine Donnet. La relation avec la Chine, parce qu'on va revenir justement sur la réaction occidentale, la Chine, c'est quand même l'allié, on peut le dire, de la Corée du Nord. Peut-être quoi, son seul et unique vrai allié ou pas? Comment se fait-il que la Chine n'empêche pas son voisin de mettre en place ce type de politique? Sans l'aide soviétique à l'époque et l'aide chinoise aujourd'hui, l'économie nord-coréenne qui est déjà à genoux serait dans un marasme total. Là, il y a des famines, mais ce serait bien plus épouvantable. Mais vous avez raison. J'ai vu que les liens commerciaux avaient beaucoup baissé avec le Covid entre la Chine et la Corée du Nord. Mais pour répondre à votre question plus directement, bien sûr que la Chine est là. Et il est clair que depuis très longtemps déjà, depuis Kim Jong-il et maintenant Kim Jong-un, les moyens de pression de la Chine sur la Corée sont de peu d'effet. Kim Jong-un est incontrôlable. Le commentaire l'a dit tout à l'heure, mais c'est la réalité. C'est le titre de l'émission. Enfin, c'est avec un point d'interrogation. Voilà. Donc vous dites c'est clair. Tout à fait. Et le moment choisi pour ce tir de missile n'est pas du tout une coïncidence, parce qu'effectivement, c'est à l'approche du 20e congrès, et comme il a été dit tout à l'heure aussi, des élections à mi-mandat aux États-Unis. Et donc le message est en direction de la Chine en disant « Nous sommes là, nous existons, vous devez tenir compte de nous, et vous, la Chine, vous devez rester à nos côtés, nous aider ». Et ça vient aussi à un moment de bascule géostratégique planétaire, où les conséquences de la guerre en Ukraine redistribuent toutes les cartes géopolitiques. Et donc ce moment est absolument crucial pour la Corée du Nord. En fait, il teste, général Jean-Vincent Brisset, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Pierre-Antoine Donnet? Est-ce qu'il y a une forme de test qui est justement mis en place par Kim Jong-un en envoyant ce missile, effectivement, 15 jours avant le fameux congrès du PCC, donc du Parti communiste chinois, et puis un mois avant les élections de mi-mandat des États-Unis? Alors, toute l'histoire de ces essais militaires, aussi bien nucléaires que balistiques, depuis 1994, sont des tests. À chaque fois, il y a un test. À chaque fois, il y a une provocation de la part de la Corée du Nord. Et cette provocation, elle arrive souvent au début des mandats présidentiels américains. On l'a vu avec Trump, où il y a eu une grosse provocation avec le test de 2017. Et puis une réaction qui était pour une fois tout à fait différente de l'administration Trump par rapport à ce qui avait été fait précédemment par l'administration Obama, qui au nom de la patience stratégique a laissé la Corée du Nord développer ses armements, aussi bien ses armes nucléaires que ses missiles. Il y a eu une période d'accalmie, tentative de rapprochement assez spectaculaire qui a échoué entre Trump et le président nord-coréen. Et puis, on retombe avec l'administration Biden, avec des échéances électorales, avec des échéances politiques, et puis, comme vient de le dire Pierre-Antoine Donnet, des modifications terribles sur le plan géopolitique. Donc, on refait un test pour voir qui est avec qui. La Chine, qui avait accepté les sanctions, de sanctionner au niveau de l'ONU la Corée du Nord,
à l'époque de l'administration Trump ne le fait plus maintenant. Et puis on voit se reconstituer un bloc anti-occidental qui pour le moment n'est pas formel, qui sont sans doute jamais formel, mais qui prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure que les événements se déroulent en Ukraine. Quel serait ce bloc, Jean-Yves Collin? Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le général Jean-Vincent Brisset? Je suis d'accord, mais en fait... Donc quel bloc? Ça veut dire la Chine, la Corée du Nord, la Russie? Qu'est-ce que la guerre en Ukraine a changé? Sur la question de la péninsule coréenne, il y a un certain nombre de pays qui ont de vrais intérêts. Il y a évidemment les deux Corées, il y a le Japon, parce que c'est le pays, je dirais, haï par la Corée du Nord depuis la guerre mondiale. Il y a la Chine, parce que c'est, comme on l'a dit, la force principale de cette région. Et la puissance. N'oublions pas non plus, même si c'est un petit peu un degré en dessous, la Russie. Les autres puissances, notamment les puissances européennes, sont actives, parlent. La France bénéficie de son siège aux Nations Unies, c'est un atout. Mais ce ne sont pas les principales parties prenantes. Donc cette affaire nord-coréenne, elle s'insère d'un ensemble plus global, avec, dans le cas de l'Asie, une question qui a pris, je dirais, le devant de la scène, par rapport d'ailleurs à celle de Corée, qui est la question taïwanaise. Qu'est-ce qui va se passer entre la Chine et les États-Unis sur Taïwan? Quelles sont les réactions que pourrait avoir le Japon par rapport à cette affaire? Ça est lié, donc, la question de Taïwan, la question de la Corée du Nord. Il y a des îles qui sont de souveraineté japonaise, qui se trouvent à une centaine de kilomètres de Taïwan et qui posent, entre guillemets, un problème au cas d'invasion maritime de l'île de Taïwan par des forces chinoises. Et en quoi est-ce lié au sujet de la Corée du Nord? Parce que tout ça est, je dirais, une partie de cartes dans laquelle chacun met un atout sur la table, retire une carte. Donc, je dirais, et il y a un point central. Il y a deux gesticulation. Oui, il y a deux points centraux dans cette affaire, qui sont les États-Unis et la Chine, parce que c'est les deux grandes puissances qui, militairement, peuvent vraiment s'affronter avec si le mot est mal choisi, mais disons des forces supplétives, qui sont le Japon et la Corée du Sud, qui ne sont pas négligeables du tout, je dirais, mais ce sont des forces supplétives. Un mot justement avant de parler de l'Occident en particulier. Pierre-Antoine Donnet, en quoi le conflit ukrainien a un impact finalement là-bas aussi? Parce que j'ai vu que la Russie a maintenant comme allié effectivement la Corée du Nord. C'est le cas à la fois dans les échanges militaires. Manifestement, les Coréens du Nord exportent des missiles, c'est bien cela, aux Russes. Et puis également d'ailleurs dans les sanctions qu'ils ne votent pas. Les votes aux Nations Unies, par exemple. Les votes aux Nations Unies où ils soutiennent finalement la Russie, la Corée du Nord. Pour reprendre votre expression jeu de cartes, moi, j'irai un peu plus loin, c'est un jeu de Go. C'est-à-dire, un Go-ban, les possibilités sont infinies. Et le but du jeu, c'est d'asphyxier l'adversaire. Alors, on perd ou on gagne. Si on surestime, on perd. Si on sous-estime, on perd aussi. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Et pour revenir à l'Ukraine, effectivement, la grande inquiétude, je pense, dans la cervelle de M. Kim Jong-un et de sa sœur, c'est de voir les conséquences pour la Russie et derrière elle, la Chine. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que la Chine a bien sûr toujours hésité sur le parti à prendre, faire cause commune avec la Chine ou non. C'est impossible, évidemment, de faire cause commune avec les États-Unis, qui est le véritable ennemi du Parti communiste chinois. Mais en même temps, la Chine a évolué ces dernières semaines de façon très frappante. Aujourd'hui, non seulement il n'est plus question du tout d'aide militaire, elle n'aura jamais lieu, parce que ce serait une ligne rouge, mais aussi, sans le dire de façon explicite, les autorités chinoises condamnent l'invasion de l'Ukraine. Ils le disent de façon claire. Ce n'est pas explicite, mais on ne s'y trompe pas. Ce n'est pas explicite du tout. Oui, mais le message est très clair. Et derrière cela, comme vous le dites, bien sûr, il y a Taïwan, mais il y a aussi la Corée du Nord. Et donc, encore une fois, l'axe Pékin-Pyongyang, il est fragilisé. Alors jusqu'où ça ira, c'est la grande question, avec évidemment, comme vous l'avez dit, et comme l'a dit tout à l'heure l'expert militaire, derrière tout ça, il y a les États-Unis, avec un langage de fermeté très clair avec Joe Biden, qui est repris aujourd'hui par le Japon et aussi par la Corée du Sud. Alors justement, on va les écouter, les premiers ministres japonais et le président sud-coréen. C'était justement à la suite de ce tir de missile de Pyongyang ce matin. On les écoute. Le tir de missiles balistiques par la Corée du Nord est un acte scandaleux et absolument inadmissible. Nous répondrons dès que possible avec la plus grande vigilance.
La Corée du Nord a une nouvelle fois lancé un missile balistique de moyenne portée à environ 4000 km de l'archipel japonais. Une telle provocation nucléaire, irresponsable, se heurtera à une réponse résolue de la part de nos militaires, ainsi que de nos alliés et de la communauté internationale. Général Brice, on a bien vu quand même un discours très ferme. On sait que Séoul, Tokyo et Washington ont mené la semaine dernière des exercices trilatéraux anti-sous-marins pour la première fois en 5 ans, d'après ce que j'ai lu. Est-ce qu'effectivement il y a un axe important, ferme entre donc la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis dans cette zone ? Alors, cet axe existe effectivement. Il y a quand même près de 30 000 militaires américains qui sont stationnés en permanence en Corée du Sud. Il y a des militaires américains stationnés au Japon. Les militaires américains patrouillent très régulièrement en mer de Chine du Sud, enfin dans toute la zone. Donc, il y a une présence américaine. Mais j'ai été très étonné ce matin quand on a commencé à parler de ce qui s'était passé. On a présenté, enfin beaucoup de médias ont présenté comme une riposte japonaise le fait que 2 F-15 étaient tirés des bombes classiques, des bombes de précision certes, mais des bombes classiques sur un petit îlot. Ce n'est pas une réponse militaire et on voit difficilement, il n'y a jamais eu de réponse militaire à toutes les exactions, tous les essais qui ont été faits par la Corée du Nord. Donc des réponses sous forme de sanctions ONU, je crois qu'on est arrivé au bout de ces sanctions. Et je vois difficilement ce qui pourrait être fait davantage contre la Corée du Nord. Donc qu'est-ce que ça veut dire justement à ce moment-là, Jean-Yves Collin ? Si on est allé au bout des sanctions, effectivement, vous disiez aussi... Il faut d'abord revenir quelle va aussi... être la riposte ferme avant d'être dans l'environnement international, je pense qu'il faut rester un instant sur l'environnement régional, si j'ose dire. J'ai évoqué le cas de la Corée du Sud et de son nouveau président. Je dirais dans le cas du Japon, il y a aussi une évolution. Parce que pendant des années, le Japon a été, a tenu des propos qu'on qualifierait gentiment de diplomatiques, c'est-à-dire sans trop hausser le ton, en espérant que le dialogue permettrait de résoudre un problème qui est extrêmement important pour le Japon, qui est le problème des ressortissants japonais kidnappés par la Corée du Nord au fil des années, disons des années 70 à la fin du siècle dernier. L'apothéose de ça a été la visite de Koizumi en 2002 et le retour de quelques personnes. Depuis, il y a un changement de ton, et notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Abe en 2012, car Abe n'avait pas confiance dans la Corée du Nord et ne s'est pas engagé dans cette voie-là, et a au contraire essayé de faire comprendre au monde politique japonais et à l'opinion publique. Il n'a pas manifestement complètement réussi, si on en juge d'après les protestations qui ont eu lieu la semaine dernière lors de ses funérailles, qu'il y avait un véritable danger pour le Japon avec la Corée du Nord, mais aussi évidemment avec la Chine. Et le Japon, c'est... Donc il y a un rapprochement avec les États-Unis. Oui, et de facto, il y a eu je dirais même pas un rapprochement, il y aura un plus grand alignement sur les États-Unis. Et avec la présidence nouvelle en Corée du Sud, il y a un rapprochement avec le nouveau gouvernement. Il se trouve que les relations entre M. Moon et M. Abe étaient exécrables. M. Kishida, qui a été ministre des Affaires étrangères, avait des meilleures relations avec les dirigeants sud-coréens, notamment les dirigeants conservateurs qu'il a connus lorsqu'il était ministre. Et donc il y a une tentative de rapprochement entre le Japon et la Corée du Sud qui se manifeste par je dirais pour l'instant des discussions extrêmement courtoises aux Nations Unies ou à Tokyo, et aussi par la participation à ces exercices militaires. Car souvent, ces exercices militaires, c'était des exercices Corée, États-Unis avec des Européens, États-Unis, Japon avec des Européens, mais rarement avec les Coréens du Sud, alors qu'il y a une ligne directe. Pardonnez-moi, ils visent qui, en fait, ces exercices militaires que vous décrivez ? Ils visent manifestement la Corée du Nord, mais derrière également la Chine. Hein, il y a aussi des exercices qui sont en train de se dérouler entre les États-Unis, le Japon et les Philippines, et qui visent là ostensiblement la protection de Taïwan, voire le problème des îles du Sud, de la mer de Chine du Sud. Pierre-Antoine Donnet, donc on est vraiment dans une forme d'escalade dans cette région aussi, pas qu'en Europe. Je ne sais pas si c'est vraiment une escalade, en tout cas c'est un moment de bascule, ça c'est très clair. Et pour reprendre ce que vous disiez à l'instant, Monsieur Collin, je suis assez d'accord avec vous, l'arrivée au pouvoir de Shinzo Abe a été un moment vraiment définitif d'un changement de politique du Japon qui est devenu plus maître de son destin et qui s'est affirmé comme un véritable partenaire
non pas agressif, mais en tout cas responsable, et qui veut désormais maintenant jouer un rôle sur la scène asiatique en tenant en compte de tout le passé, évidemment épouvantable, de la colonisation de la péninsule coréenne et de la Chine. Et il réarme le Japon. Oui, mais bien sûr, de façon claire et nette. Donc il y a une course aux armements dans cette péninsule aussi aujourd'hui. Voilà, et le budget de la défense japonais n'a jamais été aussi élevé depuis 1945. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure et pour préciser un peu mon propos, vous savez, le chantage nucléaire qu'a brandi bien sûr à plusieurs reprises Vladimir Poutine, c'est aussi le cas de la Corée du Nord depuis qu'il possède l'arme nucléaire. Et ça, je pense que pour les Chinois, pour le gouvernement chinois et pour le Parti communiste chinois, ça n'est pas acceptable. Et c'est une autre raison pour laquelle... Pourquoi laisse-t-il faire? Et que voulez-vous Ils n'ont pas un levier direct sur la Corée du Nord. Tout à l'heure, nous disions qu'ils ne maîtrisent pas Kim Jong-un et encore moins sa sœur. Ils font selon ce qu'ils veulent. Et dans leur tête, vraiment, il y a des moments où on ne peut pas comprendre. Vous savez, le langage politique en Corée du Nord est unique à la Corée du Nord. Moi, j'y étais une fois en 1986. J'y suis resté un peu moins de 2 semaines et je n'oublierai jamais chaque seconde de ce séjour. C'est un univers totalement différent où les décisions sont prises, elles nous échappent. C'est l'imprévisibilité totale. Et tout à l'heure, on le disait, c'est leur dernier joker. Et c'est un régime qui est basé sur ce que j'appellerais un hyper-nationalisme. C'est un nationalisme qui est né de la guerre contre le Japon, mais c'est aussi un nationalisme qui se méfie de ce puissant voisin qu'est la Chine, car le royaume de Corée était tributaire de l'Empire de Chine. Absolument. Et donc, je dirais, ce sentiment, il est extrêmement fort au nord, il est beaucoup moins fort au sud, pour des raisons qui sont principalement économiques, mais il n'est pas absent non plus. Général Brisset, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Est-ce que ça veut dire que l'étape d'après, pour Kim Jong-un, c'est un tir nucléaire? Alors, il est possible que ce soit un tir nucléaire, ça serait dans la logique de ce système, mais ça ne changera pas grand-chose. On a déjà eu des tirs nucléaires, en particulier entre 2016 et 2017, il y a eu plusieurs tirs nucléaires. Les tirs sont un peu indispensables pour les pays qui n'ont pas de grands moyens pour pouvoir faire de la simulation, comme ça se fait maintenant dans les pays comme la France ou les États-Unis. Mais il y a quelque chose aussi qui me paraît assez important, c'est qu'à l'heure actuelle où on voit se monter ces espèces de blocs anti-occidentaux, le fait que la Corée du Nord, petit pays tout seul, sans aide extérieure énorme, sans aide extérieure visible, a réussi à se monter un arsenal balistique et nucléaire. Et ça fait rêver des pays comme l'Iran, comme l'Algérie, un peu aussi le Brésil, qui a eu un programme nucléaire qu'il a abandonné. Donc tout ça renforce un petit peu l'anti-occidentalisme dans le monde entier. Et la Corée du Nord n'est pas si isolée que ça dans l'esprit d'un certain nombre de gens. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, Jean-Yves Collin? Ça renforce cette espèce de sentiment anti-occidental? Je dirais que pour moi, la Corée du Nord reste quand même un pays isolé. C'est quand même une sorte de forteresse assiégée. Qu'ils aient un regard un peu bienveillant de la part d'un pays, prenons le cas du Brésil, qui est dans un univers culturel complètement différent, c'est possible, mais ça ne fera pas bouger beaucoup le Brésil ou d'autres pays. En revanche, la Corée du Nord intéresse, dans la mesure où c'est une puissance militaire, et elle peut livrer des armes. Elle peut livrer des armes. Elle en livre donc à la Russie. Elle en livre à la Russie, elle peut en livrer à l'Iran, elle peut en livrer à l'Algérie. Et il y a là un intérêt, je dirais, commercialo-militaire de la Corée du Nord dont elle joue assez facilement, parce qu'elle n'a pas grand-chose d'autre à vendre. Hein. Donc la prochaine étape, c'est le nucléaire? C'est le nucléaire, mais ce n'est pas une étape, je dirais, qui déclenche une catastrophe absolue. Il y a déjà eu, je crois, 7 essais nucléaires de la Corée du Nord dans le passé, donc ça sera une étape de plus sur la 6. Ça sera une étape de plus dans la construction de l'arsenal nucléaire nord-coréen. La question, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une sorte d'impasse. Et comment faire? Pourquoi vous dites que c'est une impasse aujourd'hui? Parce qu'on est dans une escalade, en fait. Depuis des années, on a testé le dialogue avec la Corée du Nord. Ça n'a servi à rien, sinon à donner du temps à la Corée du Nord pour s'armer.
on a étudié la fermeté, mais on ne va jamais jusqu'au bout, comme le dit l'expert militaire. On ne riposte pas avec les armes, on riposte avec des paroles ou des sanctions. Et aujourd'hui, on ne sait pas très bien quoi faire pour changer la Corée du Nord, qui, elle, n'a pas envie de changer, puisque la garantie de sa survie, c'est son arsenal nucléaire. Pierre-Antoine Denay, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait avec cet allié encombrant pour les Chinois, ennemi pour reprendre ce que vous disiez, je suis entièrement d'accord avec vous. La Corée du Nord a également pour nom le royaume ermite. Et le royaume ermite, la signification, c'est clair, c'est qu'il est tout seul. Enfin, il est tout seul. Là, ce qu'il manifeste, n'est pas dans une grande solitude, puisque il va tout aller de gêner même. ses voisins japonais. Mais si tout de même, je vous assure, vous savez, la Corée du Nord ne fait rêver personne. Pour peu qu'on s'intéresse... Surtout pas la Chine. Non, mais elle est menaçante, c'est ça que je veux dire. Et vous savez, moi, je me rappelle en rentrant... Elle ne fait pas rêver, mais elle est menaçante. Bien sûr qu'elle est menaçante, mais comme vous venez de le dire, c'est sa seule garantie de survie. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que, pour parler du Japon et de la présence militaire américaine au Japon, la base aérienne de Kadena, et qui est donc à Okinawa, je l'ai visité à 2 reprises quand j'étais au Japon. De là partent les avions espions américains, qui surveillent en particulier la Corée du Nord. Ils ont toutes les capacités de savoir très exactement tout ce qui se passe, tous les préparatifs. Donc, s'il devait y avoir, bien sûr, il y aura cet essai nucléaire, le 7e, ça c'est une évidence, c'est carrément une certitude. Et c'est vrai que peu à peu, les missiles sont plus performants, leur rayon d'action est beaucoup plus efficace. Et maintenant, c'était 4500 km, ça sera bientôt beaucoup plus. Et la bombe nucléaire, ils arrivent peu à peu à la miniaturiser. Donc ils seront un jour effectivement en capacité de monter une ogive nucléaire dans un missile pour éventuellement menacer le territoire américain. Mais on en est très loin. Et je vous assure que les Américains, en particulier leur président Joe Biden, ne le permettront jamais. Général Brisset, vous êtes d'accord en fait avec ce que vient de dire Pierre-Antoine Denay? Ils sont loin justement de menacer directement le territoire américain, les Nord-Coréens? Kim Jong-un? Alors, le problème de la dissuasion nucléaire du faible au fort et du fou au fort est qu'ils en sont peut-être loin, ils en sont peut-être pas si loin que ça, parce qu'ils ont déjà fait des bricolages pour tirer un exemplaire d'un missile. Et il suffit, en termes de nucléaire, on sait qu'ils peuvent fabriquer quelque chose dont la fiabilité n'est pas garantie du tout, mais qui aurait la capacité, à mon avis, quelques mois, quelques années, mais assez proche, capable d'aller jusqu'au territoire américain, sans aucune précision. Tant pis, le simple fait qu'une arme nucléaire explose sur le territoire américain, ça serait largement suffisant pour changer un peu la donne vis-à-vis de la Corée du Nord et vis-à-vis des États-Unis. Ils en sont bientôt capables, vous dites? Je pense. Il y a eu une tentative de lancement d'un satellite. On a fini par avoir. Il y a eu des vidéos qui ont été diffusées par les Nord-Coréens. On a fini par comprendre à peu près, en analysant un certain nombre de choses, comment avait été fabriqué ce lanceur de satellite. C'est quelque chose de totalement. Enfin, c'est du bricolage évolué, mais c'est quand même, ça relève du bricolage par rapport à ce qu'on fait dans les autres pays au point de vue spatial. Mais c'est quelque chose qui a une portée énorme et qui est capable d'emmener une charge de quelques centaines de kilos. Et les Nord-Coréens sont parfaitement capables de fabriquer une arme nucléaire de quelques centaines de kilos. Et à ce moment-là, ils ont la portée pour une fois, pour un tir. Alors, il y aurait des préparatifs. Ce sont des missiles qu'on est obligé de tirer à l'air libre. Et les satellites américains, les avions de reconnaissance américains le verraient immédiatement, les préparatifs. Maintenant, est-ce que les États-Unis pourraient se permettre une frappe préemptive pour détruire ce missile sur le pas de tir avant qu'il soit lancé? C'est une grosse question. Pour le moment, ils n'ont jamais fait ça. Et faire ça, ça serait repasser du côté des agresseurs. C'est vraiment très difficile à gérer. C'est très difficile à gérer. Vous êtes d'accord, Jean-Nicolas? Parce qu'on parle justement de ce changement de stratégie, peut-être d'avoir une capacité préventive. La question qui se pose, c'est comment trouver une piste de dialogue à peu près confiant, ce qui est quand même bien difficile avec la Corée du Nord, entre d'une part l'acceptation par les États-Unis au premier chef, et par les autres puissances, mais aux États-Unis par le premier chef, d'une réalité qui est qu'on n'empêchera pas la Corée du Nord d'être une puissance nucléaire. Elle l'est, et elle ne l'abandonnera pas. Et d'autre part, faire entrer quand même la Corée du Nord dans un processus, disons, de dénucléarisation progressive, étape par étape, contrôlée.
C'était le but des négociations qui avaient été engagées à l'époque Clinton, qui étaient pas loin d'aboutir, mais qui ont ensuite dérapé. Pourquoi ça n'aboutit pas? Parce que ça n'a pas abouti avec Clinton, ça n'a pas abouti avec Trump. Parce que je pense que la Corée du Nord vit dans un état dans une mentalité de forteresse assiégée, que le pouvoir en Corée du Nord est uniquement assis sur cette puissance, que la Corée du Nord n'est certainement pas non plus, bien qu'on ne le sache pas très bien, un pouvoir totalement homogène. Il y a peut-être des factions, des rivalités au niveau de l'armée, on ne sait pas, mais il faut trouver ce cheminement. Sinon, le risque, effectivement, c'est qu'un jour, il y ait un coup de sang de l'un ou de l'autre. Peut-être plus de Kim que des États-Unis, mais on ne peut pas le négliger. Voilà. D'accord, Pierre-Antoine Donnet. Alors justement, ces négociations, comment pourraient-elles reprendre? On a vu qu'elles avaient capoté donc, du temps de Trump. On voit qu'on n'est pas du tout dans une période de négociation. À l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, du tout. Je suis assez pessimiste, sinon plus sur cette fameuse péninsule. On a beaucoup parlé de la dénucléarisation. Le dialogue, effectivement, sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne, ça fait très longtemps que ça existe et ça n'aboutira, à mon avis, pas avant très longtemps, si tant est que ça aboutisse un jour. Mais et réunification, encore moins. Encore moins, bien sûr. Oui. Mais ça, c'est absolument exclu pour le moment. Mais je voudrais dire deux choses. La première, c'est que le seul effort considérable de l'industrie, de l'économie nord-coréenne se porte sur le militaire, au détriment évidemment de toute la population qui, on le sait bien, vit dans des conditions absolument épouvantables. Quand vous dites on le sait bien, est-ce qu'on le sait vraiment? Parce qu'on bien parle sûr, beaucoup de la solitude de ce pays. De différentes manières. Il y a des indicateurs économiques qui montrent qu'effectivement, parce qu'il y a eu une famine, je me souviens, dans les années 90. Au-delà des indicateurs économiques, il y a quand même des visites, il y a des ONG sur place qui évidemment sont étroitement surveillées. Elles ne font pas ce qu'elles veulent, mais elles voient quand même la réalité nord-coréenne. D'autre part, on peut dire qu'il y a une famine, par exemple, en Corée du Nord? Il y a une famine depuis déjà longtemps. Alors, il y a des hauts et des bas. Parfois, c'est une famine qui touche des millions d'habitants, et parfois plus, et parfois moins. Et puis, il y a une nomenclatura du parti. Oui, bien sûr, qui vit à Pyongyang, oui, dans des conditions luxueuses. La vitrine de la Corée du Nord, et dans lequel on sait très bien qu'il y a des magasins dans lesquels on trouve toute l'électronique japonaise, coréenne. Ça, c'est la Chine des années 60. Après, il y a les provinces. Et je dirais, selon les provinces, effectivement, il y a des phénomènes de famine plus ou moins. Alors, d'autres indicateurs pour connaître la situation à l'intérieur de la Corée du Nord, c'est aussi les demandes d'aide de la Corée du Nord aux pays, entre guillemets, frères, qui le sont de moins en moins. La Russie et la Chine. Et la Chine, on l'a dit tout à l'heure, elle tient à bout de bras l'économie nord-coréenne. Et puis enfin, il y a ceux qui partent, qui réussissent à trouver refuge à l'étranger, dans des conditions extrêmement difficiles. Quand ils arrivent en Chine, que ce soit des hommes ou des femmes, le plus souvent, ils sont repoussés vers la Corée du Nord, ou s'ils ne sont pas exécutés, sont mis en prison pour le restant de leur jour. Mais ceux qui arrivent en Corée du Sud, aux États-Unis, au Royaume-Uni, ou dans d'autres pays en Asie, ils parlent. Et leur témoignage est absolument épouvantable sur ce qu'est la Corée du Nord aujourd'hui et sur le degré de résistance de la population qui, je dirais pas n'existe pas, mais qui est tuée dans l'œuf partout où il y a une tentative. C'est un pays plus que totalitaire, c'est pire qu'un despotisme, c'est un régime tyrannique dans le dernier degré. Et face à cela, effectivement, si d'aventure un jour Kim Jong-un ou sa sœur, ou peut-être son successeur s'il en a un, ce que je ne pense pas. Et vous pensez que ce serait le dernier des Kim? Vous savez, on en est encore très loin parce qu'il est jeune, Kim Jong-un. Mais bon, beaucoup de scénarios sont possibles. On ne va pas lire dans les cartes ni dans le mar de café. Mais ce que je voulais dire, si d'aventure un jour Kim Jong-un décide de balancer une bombe, mais ce serait un suicide, ce serait la fin de son régime. C'est pour ça que je pense qu'il ne le fera pas. Général Brisset, vous êtes d'accord sur ce point? Parce que manifestement, on n'est pas au moment des négociations en ce moment, en tout cas dans la péninsule. On est plutôt dans une escalade. Ça serait un suicide pour Kim Jong-un si effectivement il utilisait un de ses missiles nucléaires? Alors, je ne sais pas, dans la mesure où quand même Kim Jong-un, comme son père, comme son grand-père, se présente vis-à-vis de sa population comme l'homme qui leur permet de résister et qui leur permet de vivre beaucoup moins mal que ce
que ce que ça pourrait être s'ils n'étaient pas là. Ils sont les pères tutélaires les trois sont les pères tutélaires de la nation, et je pense que l'immense majorité de la population subit les souffrances qu'elle subit, qui sont tout à fait réelles, en particulier ces problèmes de famine qui vont et qui viennent, mais ils sont en absence totale d'informations venant de l'extérieur. Je pense que la population, comme l'était la population de l'URSS à une certaine époque, comme l'était la population chinoise, complètement privés d'informations, sont persuadés que ça va encore plus mal à l'extérieur et que finalement, le grand timonier fait de son mieux et que ce qu'il fait, c'est pas mal. Et qu'il fait peur aux États-Unis, il fait peur à tous ces pays où il se passe des horreurs et que finalement, c'est pas si mal que ça. Donc, je ne sais pas si on se retrouve dans une logique suicidaire de la part de Kim Jong-un. Je pense que la logique est une logique très particulière à ce pays, et que ça n'a rien à voir avec nos méthodes, ça n'a rien à voir avec nos manières de penser, et surtout, ça n'a rien à voir avec l'ouverture que nous avons vers l'extérieur, que n'ont absolument pas les Coréens. Alors, savoir avec quoi ? Moi, je pense que, pour reprendre le titre de votre émission, que Kim Jong-un est en effet incontrôlable, mais il n'est pas dénué de rationalité. Donc, c'est sur cette rationalité qu'il faut parier à la fois pour, si j'ose dire, qu'il reste raisonnable dans ses gesticulations militaires et pour qu'à un moment, le bon sens revienne dans cette affaire et qu'il retrouve le chemin d'une table de négociation. C'est pas le moment. Vous y croyez toujours à cette table de négociation ? Peut-être parce que j'ai été diplomate dans mon passé, donc je crois effectivement au dialogue diplomatique. Mais je pense que c'est possible, il ne faut pas du tout l'exclure. C'est évidemment pas le moment actuellement, et c'est encore moins le moment à cause de ce contexte international qu'on connaît. Je dirais tant qu'on ne connaîtra pas la fin de l'histoire ukrainienne, si on la connaît, il n'y aura pas tellement de possibilités. Et de toute façon, le dialogue prendra du temps. Je dirais, et en ça, on peut presque regretter que la tentative de Trump ait échoué, parce que Trump, avec son côté de négociateur de l'immobilier qui cherche à faire des deals... Un peu bon enfant. Il avait probablement trouvé une piste. Le problème, je dirais, que de son côté, il n'a peut-être pas beaucoup travaillé son dossier quand il y est allé. Et donc, ça a nui à l'avancement. Et le deal a échoué. Et le deal a échoué, oui, ça c'est clair. Arrivé, oui. Si vous voulez, je rejoins un peu ce que vous dites. Effectivement, j'espère qu'un jour, il y aura une place pour la négociation et pour l'ouverture d'une table où ils se mettent ensemble pour discuter de ce qui va se passer plus tard. C'est la seule formule pour survivre, si on réfléchit bien, pour Kim Jong-un, parce qu'il voit bien que peu à peu, cet encerclement, il se précise de jour en jour. Parce que, bien sûr, il y a le Japon, bien sûr, surtout il y a les États-Unis. Maintenant, il y a aussi un peu la Chine qui est en train de réfléchir à ce qu'elle peut faire avec la Corée du Nord. La Russie aussi hésite. Et l'État voyou, on voit bien, la marche nucléaire de l'Iran, elle a été rendue possible en partie grâce à l'aide des scientifiques nord-coréens. Ils sont extrêmement surveillés d'ailleurs par les Américains, l'Iran en ce moment. Donc voilà, la marge de manœuvre est extrêmement étroite pour Kim Jong-un. Et comme vous le dites, je pense qu'il y a quand même un fond de rationalité dans son cerveau. Général Brisset, pour conclure, un fond de rationalité tout de même chez Kim Jong-un ? C'est un régime qui dure depuis 70 ans, c'est une dynastie qui dure depuis 70 ans, avec une collection d'exactions, une collection d'anomalies par rapport à nos systèmes de fonctionnement absolument extraordinaires. Et il y a eu une période, c'est comme le disait M. Collin, une petite période où ça a failli marcher, c'est quand Trump est allé dans le bras de fer, est rentré dedans, a été extrêmement brutal, a obtenu des choses en étant très brutal avec la Chine en particulier. Ça a failli marcher. Je ne sais pas si c'est un problème de Trump lui-même ou si c'est un problème lié à l'opposition contre toute négociation venant de l'intérieur même des États-Unis. En attendant, on l'a vu, il y a une possibilité et la rationalité de Kim Jong-un, sa volonté de survivre, passe peut-être effectivement par des négociations, mais ça sera encore sans doute avec des coups d'éclat avant. Merci beaucoup, Général Jean-Vincent Brisset, d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles. Merci beaucoup, Jean-Yves Collin, et puis merci à vous, Pierre-Antoine Donnet. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24.